En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous vote ? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Et on retrouve donc pour cette addition notre partenaire du jour, Frédéric Sinclair. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Je vous laisse commencer par votre édito peut-être, et puis ensuite on en discutera avec toute l'équipe. Oui, mon dernier édito, même pourrait-on dire, puisque c'est la dernière fois que j'interviens en tant qu'invité pour l'addition, pour cette année, mais pour l'année prochaine. Alors, les auditeurs me reverront probablement de manière occasionnelle, mais plus régulière. J'en profite donc pour remercier toute l'équipe. Merci de à m'avoir vous. accueilli. Et je remercie également aussi les auditeurs, bien évidemment, mais la direction de m'avoir offert ce temps de libre parole. C'est assez rare, ça m'est arrivé de me faire virer de Valeurs Actuelles, par exemple, de me faire censurer. Donc, c'est pas si simple que ça de pouvoir parler librement. Donc, merci à Radio Courtoisie, qui, comme son nom l'indique, a toujours été d'une courtoisie exemplaire. Ouais, puis précisons Alors, qu'effectivement, nous ne vous censurons pas et on sera ravis de vous Non. inviter à nouveau ponctuellement. Ça sera avec plaisir. Aujourd'hui, pas d'édito, de manière assez exceptionnelle, juste 4 propositions qui vont un peu à contre-courant et qui résument finalement la séquence que nous vivons en 4 points. 1, la dissolution. 2, la crise politique qui en a suivi. 3, la censure. 4, l'éventuelle démission d'Emmanuel Macron. La dissolution, on a tendance à dire qu'elle est la source, celle du 9 juin dernier, de tous nos problèmes. Je pense qu'elle était une bonne chose. Elle a été opérée par Emmanuel Macron pour de mauvaises raisons, mais elle était nécessaire pour le pays. 2, on parle de crise politique qui en est suivie immédiatement. Alors non, il n'y a pas une crise politique qui s'en est suivie. C'est parce qu'en fait, suite à la dissolution, ce qui a posé problème, c'est la recomposition de l'Assemblée. Et parce que cette recomposition de l'Assemblée a été biaisée, on a vécu et on vit encore une forme de crise politique qui est d'ailleurs beaucoup plus large que simplement l'agitation ou l'incertitude au sein de l'Assemblée nationale, une crise politique qui est en réalité liée à l'effondrement d'un idéal que je qualifie de social-libéral, mais qui englobe la démocratie libérale et la social-démocratie. Donc cet idéal qui est né à l'orée de la Seconde Guerre mondiale et qui a guidé tout le deuxième XXe siècle, finalement, s'est effondré brutalement en 2001 et ne s'en est pas remis. Les dirigeants politiques et même les dirigeants médiatiques sont toujours pris par cet idéal-là. Ils veulent que leur idéologie domine. Elle ne domine plus le monde, elle ne domine plus la France non plus. Ils résistent et c'est parce qu'ils résistent que nous sommes en crise. 3, la censure n'était pas un problème anti-politique, anti-républicain, antidémocratique. Ça a été nécessaire. Elle a été la manifestation d'un rééquilibrage assez bienvenu finalement dans une démocratie qui était devenue un peu trop présidentialiste, même hyper présidentialiste. Elle a acté le retour en force du Parlement qui est capable d'utiliser un argument de poids, un article constitutionnel, le 49.2. Ce Parlement qui a subi pendant des années et des années le 49.3 sans broncher, il peut enfin dire, quand il y a menace de 49.3, on utilise le 49.2 et on dégage le gouvernement. Donc oui à la censure. Et enfin, la démission éventuelle d'Emmanuel Macron pour régler la crise politique, je dis non. Non, Emmanuel Macron est un président particulièrement faible, historiquement faible, et sa faiblesse sert les intérêts de la démocratie, sa faiblesse a des vertus, donc il faut qu'il endure cette faiblesse jusqu'en 2027. Une démission aujourd'hui ne servirait à rien.
Merci beaucoup Frédéric Sinclair pour ces 4 points et il y a beaucoup à dire, on va en discuter avec toute l'équipe. L'addition. Alors, par quoi commencer ? Peut-être par ce Emmanuel Macron dont vous nous parliez à l'instant, un président faible, comme vous dites. Est-ce que vous pourriez peut-être creuser cette idée ? Parce qu'aujourd'hui, justement, on explique qu'Emmanuel Macron tient les rênes du pouvoir, qu'il ne veut pas les lâcher et que c'est lui qui ne fait peut-être plus la pluie et le beau temps, ça on a bien compris que c'était plutôt désormais le Rassemblement national, mais en tout cas qui a encore le choix des noms des personnes qu'il nomme, des gouvernements qu'il met en place. Il y en a beaucoup qui expliquent qu'il veut choisir un Premier ministre qui sera quand même bien sous sa coupe. Donc voilà, où se situe la faiblesse d'Emmanuel Macron ? Elle est institutionnelle, principalement. C'est-à-dire que l'exercice du pouvoir ne se limite pas au choix d'un Premier ministre. L'exercice du pouvoir consiste à fabriquer du droit, à orienter le pays dans une direction. Il ne peut plus faire ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui pose problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le pays est à l'arrêt. Et oui, il est à l'arrêt, et il faut qu'il soit à l'arrêt tant qu'on n'aura pas soldé un des problèmes dont on va parler, qui est le rapport que nous avons à ce qu'on appelle l'extrême droite. Donc, il va falloir à un moment qu'on mette sur la table un certain nombre de points. Les médias ont commencé doucement à le faire, les médias mainstream, j'entends, ont commencé doucement à le faire en 2022 et pendant la campagne de 2024, très courte, législative. Mais il y a besoin d'aller plus loin. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est empêché. Il est empêché parce qu'on se rend bien compte que même quand il nomme un Premier ministre, ça a été le cas avec Michel Barnier, eh bien, il n'arrive plus à intervenir comme il le faisait. Enfin, il faut quand même savoir que depuis Sarkozy, l'Élysée envoie des conseillers dans les réunions ministérielles à Matignon pour dicter l'agenda de l'Élysée au Premier ministre. Nicolas Sarkozy a réduit le Premier ministre, au rang de collaborateur, et ça n'a pas changé depuis. Et Emmanuel Macron a porté cette hyper-présidentialisation à un niveau jamais atteint précédemment. Il a été, pour les Français, Emmanuel Macron, la déception ultime en matière de démocratie. Il s'est présenté aux Français en disant « Je vais permettre à la société civile d'entrer à l'Élysée », c'est-à-dire, en réalité, je vais mettre en place une démocratie qui sera populaire. Le principe démocratique, c'est d'avoir une démocratie représentative. C'est le Parlement qui vote la loi, qui fait la loi véritablement, et c'est le principe de base de notre démocratie, cette démocratie représentative. Emmanuel Macron l'a martelé à coup de 49-3, il l'a enjambé chaque fois que c'était possible, et en 2017, quand il avait une majorité absolue, il lui a imposé de voter tous ces textes. Donc, la démocratie représentative a été malmenée. La démocratie sociale, qui s'inscrit ensuite à travers les syndicats, les corps intermédiaires, elle aussi a été malmenée. On l'a vu lors de la première tentative de réforme des retraites avant Covid. On l'a vu depuis. Donc la démocratie sociale est piétinée par Emmanuel Macron. La démocratie populaire qu'il a instrumentalisée en créant des comités théodules ad hoc à droite et à gauche n'a jamais été écoutée. Donc en réalité, Emmanuel Macron est le contraire d'un démocrate et il s'est comporté pendant la période Covid quasiment comme un antidémocrate. C'est-à-dire qu'on a tutoyé la démocrature pendant cette période-là où la France, qui aurait eu besoin d'un Parlement qui discute les mesures sanitaires à mettre en place, a été privée de toute discussion parlementaire et tout s'est décidé dans un conseil restreint, dit conseil de défense, qui était ubuesque, complètement opaque, qu'Emmanuel Macron a placé sous le sceau du secret défense, et donc on n'a plus moyen de savoir ce qui s'est dit et ce qui s'est fait. Enfin, je veux dire, on était à 2 doigts de comparer la France à la Chine à cette époque. On a quand même oublié ce que ça a été. Donc fondamentalement, Emmanuel Macron, comparé à ce qu'il a pu être, il n'est plus rien. Et ça, c'est bon, ça. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. C'est-à-dire que le Français se dit, ah mais enfin, le méprisant, le hautain, celui qui renvoie les gens trouver du travail de l'autre côté de la rue, il est enfermé tout seul dans l'Élysée. Le seul moyen de le faire sortir de sa boîte, vous savez, comme le petit jouet là, c'est de mettre le gouvernement face au 49-2 et de lui demander de choisir un autre Premier ministre. Voilà. Emmanuel Macron retrouve la lumière. Vous me parlez du rapport à l'extrême droite, Frédéric Sinclair. Il y a beaucoup de monde qui pointe du doigt justement Emmanuel Macron ou même simplement nos institutions pour expliquer l'instabilité politique dans laquelle on se trouve. En réalité, cette instabilité, elle découle simplement du fait qu'il y a une classe politique qui est en train de faire son barreau d'honneur, mais qui est en train de mourir. C'est ce que vous nous dites. Oui, c'est ça.
En fait, le social-libéralisme est en train de disparaître en Europe. Il s'effondre petit à petit. Pourquoi résiste-t-il si bien? Parce que nos institutions, c'est-à-dire le droit qui constitue nos institutions, et la classe politique et la classe médiatique mainstream est social-libérale. Elle appartient à ce système, comme on l'appelle souvent. En réalité, ce système, c'est simplement une idéologie. Globalement, la conjonction de la pensée démocrate-libérale et de la pensée socialiste qui se sont rejointes et dont Emmanuel Macron est la quintessence, j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe au lendemain de la dissolution? On a un Emmanuel Macron qui se dit « je vais dissoudre parce que il va falloir à un moment montrer aux Français que cette victoire aux européennes n'est pas légitime. En réalité, je vais reprendre la main. » Il pense réellement qu'il va être capable de renverser la table comme il l'a déjà fait, de mettre Marine Le Pen au pied du mur et de retrouver une force, une légitimité. Et pouvoir dire aux Français, vous avez vu ce qui s'est passé pendant les européennes? Eh ben, regardez, les législatives juste derrière ont déjugé le Front National, enfin le Rassemblement National, et donc maintenant, l'extrême droite est de nouveau mise au banc de la démocratie, et nous sommes, nous, véritablement, les tenants de la vraie pensée politique, les républicains, les démocrates, et donc je regagne ainsi une nouvelle légitimité, sauf qu'il s'est complètement planté. En réalité, il y a une instrumentalisation incroyable du scrutin. On a dit à tous les Français, attention, vous n'allez plus voter pour vos idées. Ce n'est pas possible. Ce que vous pensez en matière d'exercice du pouvoir, on s'en fiche. Non, là, il y a une menace qui est la menace de Pétain, la menace de Laval, la menace de Hitler, la menace de Mussolini, qui revient aux portes du pouvoir. Vous devez la cisailler. Et c'est l'unique chose. Et les Français, légitimement, se posent la question, mais alors, attendez, si on agit comme ça, qui est-ce qui va gouverner? Mais c'est pas grave. On leur a dit, c'est pas grave. Peu importe qui gouverne, que ça soit du LFI, du PS, du ELV, du Bayrou, du Modem, du Horizon, c'est pas grave. L'important, c'est que le RN ne gouverne pas. Donc ça veut dire qu'ils ont dit aux Français, ne vous souciez pas de qui va gouverner, ne vous souciez pas de l'exercice du pouvoir. Et maintenant, ils pleurnichent parce que l'Assemblée ne ressemble à rien. Mais c'est eux qui ont fabriqué cette Assemblée qui ne ressemble à rien. C'est eux qui ont dit l'exercice du pouvoir n'est pas important. Et c'est eux qui ont fabriqué cette instabilité dont ils ne savent pas sortir. Donc quoi? Eh ben, donc je dis que quand on est dans une situation comme celle-là, la seule solution possible, elle se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que les blocs jouent leur rôle. Les blocs à l'Assemblée jouent leur rôle. Et quand ils doivent censurer, qu'ils censurent. Ça aura moins une vertu, c'est de permettre au Parlement de dire aux Français, regardez, nous les élus du Parlement, on était les mal-aimés des élections jusque-là. Eh ben, aujourd'hui, quand il y a un gouvernement qui vous déplaît, eh ben, on le dégage. Eh ben, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et le deuxième travail qu'il y a à faire, c'est un travail qui consiste à se situer au niveau des idées. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la démission d'Emmanuel Macron ne servirait à rien. Parce que les médias, l'ensemble des médias mainstream n'ont pas encore fait le ragionamento. Ils continuent de vivre sur l'extrême droite, c'est le mal. En réalité, ces gens-là se revendiquent de l'état de droit. Mais l'état de droit dit, le Rassemblement national et son allié ciotiste, l'UDR, ont le droit de concourir. Donc ils sont légitimes. Donc eux disent, nous, l'état de droit, c'est ça qui est important, mais par contre, on n'écoute pas l'état de droit quand il nous dit que ces partis-là sont légitimes. On dit non, ils sont illégitimes, attention, ils vont tous nous pervertir. Et donc, en réalité, cette espèce de mascarade-là, elle n'est pas morte en 2024 pendant les législatives. C'est-à-dire que les Français n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils continuent de croire qu'effectivement, le Rassemblement national peut être une menace. Mais c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est que le Rassemblement national est aujourd'hui le principal parti d'opposition et qu'il doit prendre le pouvoir. Si on veut que la recomposition démocratique puisse se mettre en œuvre, il faut que le Rassemblement national prenne le pouvoir. Il va échouer, je vous l'annonce tout de suite. Il va échouer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de gagnant en politique. Ça n'existe pas. Tout le monde est perdant. La politique, c'est un jeu perdant-perdant. Les gouvernants perdent le pouvoir, les électeurs perdent leurs illusions. Donc fondamentalement, ils vont échouer. Mais par contre, pendant qu'ils seront au pouvoir, ils vont faire bouger les choses. Et on a besoin que ces choses bougent. On a besoin que la démocratie se recompose. Et donc, on a besoin d'arrêter avec cette obsession anti-extrême droite. Il n'y a pas d'extrême droite en France. J'ai déjà expliqué à Marie-Chantal. On avait fait un livre. Je ne vais pas recommencer. On invite les auditeurs à se procurer ce livre, d'ailleurs, s'ils veulent creuser la question. Marie Falicon. Oui, Frédéric Sinclair, on l'a vu, Emmanuel Macron a toujours un tour dans son sac pour le meilleur et plus souvent pour le pire. Actuellement, dans les premiers titres, il y a cette information, effectivement, d'un potentiel article 16 de la Constitution qui serait activé pour qu'Emmanuel Macron puisse avoir les pleins
pouvoirs exceptionnels, notamment pour faire passer un budget de force, puisqu'on voit qu'il y en a pas pour la France. Est-ce que pour vous, cette option, donc l'article 16 de la Constitution, ça malmènerait encore notre démocratie, comme vous le disiez tout à l'heure, ou bien au contraire, ça pourrait permettre de rapporter une certaine stabilité là où elle manque justement? Alors, vous avez raison. En fait, il y a effectivement cette tentation. J'ai eu l'occasion de dire que ça serait une trahison de l'esprit de l'article 16. On est bien d'accord, hein, c'est-à-dire que cet article 16 est un article d'exception. Le principe d'une constitution, c'est de fabriquer du droit sur lequel on puisse s'appuyer. Il y a un droit fondamental, hein, sur lequel on puisse s'appuyer pour fabriquer ensuite du droit organique et puis du droit commun. Ces situations d'exception, elles ont tendance à poser problème aux juristes parce que elle dépouille nos institutions de toutes leurs prérogatives habituelles. Le président obtient ce qu'on appelle les pleins pouvoirs. Quand est-ce qu'il y a besoin de ces pleins pouvoirs? Les Romains nous disent, dans une seule condition, c'est quand il y a un tumultus, c'est-à-dire un chaos civil, une guerre civile, une menace extérieure, c'est une menace de guerre, d'invasion. C'est ça qui nécessite à un moment de demander à un magistrat, qu'on appelait à l'époque un dictateur, et c'est le vrai sens du mot dictature, demander à un magistrat de se saisir des pleins pouvoirs et de régler cette question-là. On donne dans la République romaine, ou dans l'Empire ensuite, 6 mois. C'est le Sénat qui vote ses pleins pouvoirs pour 6 mois pour le dictateur. Donc vous voyez que c'est très très encadré. Dans le cas de cet article 16, il y a un flou en réalité. Alors ce flou-là a été comblé en 2008. Hein. Ils ont rajouté un petit morceau pour limiter le temps pendant lequel le président pourrait utiliser cet article. Mais on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'institutions lui sont favorables. On l'a vu pendant la période Covid. Le Conseil constitutionnel était prêt à valider à peu près tout ce que disait Emmanuel Macron. D'ailleurs, ça pose un vrai problème démocratique. Donc, on a aujourd'hui une tentation dictatoriale qui réside dans l'utilisation frauduleuse de cet article 16, et on ne sait pas comment Emmanuel Macron pourrait réellement l'utiliser. Et pourquoi faire? Donc, je ne veux pas faire de procès d'intention au président de la République, mais il y a effectivement une question qui se pose. Il ne doit pas, soyons clairs, il ne doit pas l'utiliser. Actuellement, là, pendant qu'on se parle, il y a François Bayrou qui est à l'Élysée. François Bayrou, qui est un centriste historique, bien avant qu'Emmanuel Macron ne surgisse, serait le premier opposant probablement à l'utilisation de cet article 16. Je veux dire, il reste des responsables politiques dans notre pays qui sont suffisamment sérieux et conscients de la façon dont s'est construite notre Constitution pour empêcher qu'une telle dérive se produise. Dans le cas extrême où Emmanuel Macron se mettrait à faire n'importe quoi, je pense que ça n'arrivera pas, hein, je le répète. Mais si jamais ça devait être le cas, à ce moment-là, un coup d'État devrait être envisagé, c'est-à-dire destituer Emmanuel Macron, le retirer de sa position. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait véritablement une tentative putschiste comme on l'a vu en Corée du Sud, et donc fondamentalement on serait dans quelque chose de très très grave. Je le répète, cet article 16 est un article extrêmement important. Dans mon livre Extrême droite expliqué à Marie Chantal, je démontre qu'on ne peut pas se passer de ces articles d'exception là, parce qu'ils doivent nous permettre à un moment de se saisir des pleins pouvoirs, d'enjamber les quelques barrières du droit commun qui nous empêchent de régler des situations extrêmement graves, mais dans un seul cas, le cas de la guerre civile. Nous ne sommes pas en situation de guerre civile, quoi que certains en pensent. Nous ne sommes pas en guerre non plus, quoi que certains en pensent. Donc, il n'y a pas de raison d'utiliser l'article 16. Donc, on doit rester dans un cadre strictement démocratique. La dissolution, quand c'est nécessaire, la censure, quand c'est nécessaire, la nomination d'un nouveau Premier ministre, quand c'est nécessaire, et ensuite des discussions parlementaires. Louis Rigaudière. Oui, Frédéric Sinclair, sur Marine Le Pen et sur son arrivée hypothétique au pouvoir, on a du mal à imaginer concrètement déjà comment elle pourrait arriver au pouvoir et ensuite comment elle pourrait gouverner, sachant qu'elle a des obstacles absolument majeurs, comme le Conseil constitutionnel, vous l'avez évoqué très rapidement, mais c'est un problème absolument essentiel et qui empêcherait Marine Le Pen simplement d'appliquer ses mesures. On se souvient de Laurent Fabius en 2022 qui avait chargé Éric Zemmour, comme quoi il allait vraiment bloquer et faire très attention sur les mesures que Zemmour annonçait. Donc ça, c'est un réel problème. Et puis, il y a la légitimité de certaines élections, parfois qui sont annulées, comme en Roumanie, comme on en a parlé avec Pascal Pierrat hier. Manu Militari, très rapidement, comme ça. C'est assez inquiétant. Donc, on a du mal vraiment à concrètement s'imaginer ce scénario. Qu'en pensez-vous, Frédéric Sinclair? Eh ben, j'en pense exactement comme vous. J'en pense que ça va être compliqué. Si Marine Le Pen, de manière démocratique, d'ailleurs, je ne vois pas bien comment elle pourrait faire autrement,
prend le pouvoir, en réalité, elle va avoir du mal à s'en saisir. Il va y avoir un certain nombre d'obstacles. Elle va essayer de les enjamber par une série de référendums. Elle va bousculer un peu certains constitutionnalistes, notamment Dominique Rousseau, qui l'a déjà accusé dans les pages du Monde, d'envisager de tordre la Constitution, le sens de la Constitution, l'article 11, etc., pour donner au référendum un poids qu'il n'a pas et lui permettre d'enjamber un certain nombre d'obstacles, notamment celui du Conseil constitutionnel, qui est toujours très très prompt à empêcher, on l'a vu pour la loi immigration, on l'a vu à d'autres occasions, très très prompt à empêcher des mesures, non pas qui sont contraires à la Constitution ou au droit, mais qui sont contraires à leur idéologie. On le disait tout à l'heure, ils sont tous soumis à une idéologie, alors dans le cas du Conseil constitutionnel, une idéologie purement socialiste, communautariste, multiculturaliste. Il y a une véritable institutionnalisation de la pensée sociale libérale au sein du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Il va falloir réformer ces organes-là. Ça demande un travail de fond absolument colossal. Et je ne sais pas si c'est possible en dehors, effectivement, des pleins pouvoirs, c'est-à-dire sans mettre à plat l'ensemble des choses. Donc Marine Le Pen fait le pari, et c'est un pari qui est audacieux et qui est en réalité notre dernière carte démocratique. Marine Le Pen fait le pari que dans la Constitution, on continue de maintenir que la souveraineté appartient au peuple et au peuple seul, et donc en revenant au peuple seul, on va pouvoir tenir à distance, voire même soumettre les volontés individuelles au sein des grands organes, qu'ils soient européens et donc même plus globalement supranationaux ou nationaux, et ainsi arriver à transformer la façon de fabriquer du droit et de ne pas être confronté, comme on l'a été, chaque fois qu'on prend une mesure anti-immigration ou chaque fois qu'on prend une mesure de sécurité qui soit un tout petit peu brutale, d'avoir toutes les Marie Chantal de France qui viennent s'offusquer et nous dire que ça se passe pas bien, qu'on peut pas faire ça, c'est antidémocratique, anti-républicain. Donc Marine Le Pen, en réalité, un couloir très très étroit qui ne repose que sur un seul canal, le référendum et la souveraineté populaire. Réussira-t-elle? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Est-ce que, Frédéric Sinclair, vous pensez que dans le cas d'un référendum, Marine Le Pen pourrait gouverner selon justement les mesures qu'elle a proposées, puisque les dernières législatives ont agi pour beaucoup sur les esprits comme une sorte de référendum aussi, en choisissant soit du coup une alternance à une nouvelle proposition incarnée par le Rassemblement national, soit par peur se diriger à nouveau vers ces alliances contre nature pour faire barrage, ce fameux front républicain. Voilà, est-ce que vraiment le référendum est une solution? Alors, encore une fois, on se place dans l'hypothèse où Marine Le Pen aurait remporté les élections présidentielles et donc où elle aurait déjà eu une majorité lors d'un scrutin. Là, ce n'est toujours pas le cas. Les dernières législatives montrent que le Rassemblement national a encore du travail à faire. Principalement, il n'a toujours pas réussi à débunker cette histoire d'extrême droite. Entre parenthèses, vous avez vu la campagne de Jordan Bardella autour de son livre récemment. Jordan Bardella est en perte de vitesse, ce qui est un vrai problème pour le Rassemblement national. En réalité, on s'en est pas rendu compte, mais ces débats contre Gabriel Attal en 2022 se sont faits à ses dépens, aux dépens de Jordan Bardella. Le Rassemblement national n'incarne plus l'espoir qu'il incarnait hier. Pourquoi? Parce que Jordan Bardella n'incarne plus l'alternative qu'il incarnait hier. C'est-à-dire Marine Le Pen continue de séduire son électorat de la même façon. En revanche, la dimension plus libérale incarnée et plus jeune incarnée par Jordan Bardella n'a plus la même puissance. Et donc, il va falloir que le Rassemblement national parvienne à se réinventer. Deuxièmement, vous avez vu que sur les chaînes d'infos en continu, on voit assez souvent Sébastien Chenu apparaître. Il est très souvent invité. Pourquoi? Parce qu'il incarne l'image institutionnelle du Rassemblement national. Le Rassemblement national a besoin de ça aujourd'hui, c'est-à-dire de rassurer. Et ça se fait uniquement en cassant l'argument extrême droite, anti-républicain, antidémocrate. Ils pensent qu'ils l'ont fait. Et certains même pensent qu'ils n'ont pas besoin de le faire, qu'ils prendront par la force du peuple
le pouvoir in fine. Ils ont peut-être raison. Je crois que à court terme, ils ont tort, et l'histoire le montre. Ils butent toujours sur le même obstacle. Chaque fois qu'on réactive le terme extrême droite, le Rassemblement national, au second tour, se fait laminer. Et donc, fondamentalement, je pense que d'un point de vue idéologique, ils ont encore du travail à faire. Il se trouve juste que c'est un parti qui est véritablement populiste, national-populiste, c'est-à-dire qu'il méprise les élites. Et j'ai eu, moi, d'ailleurs, à en faire les frais à titre personnel. Donc fondamentalement, l'axe de développement du Rassemblement national, aujourd'hui, rencontre un certain nombre d'obstacles. Et le premier de ces obstacles, c'est de ne pas discuter avec les intellectuels, de ne pas réussir à dépasser cette image d'un parti populaire. Mais il n'est pas seulement populaire, il est aussi populiste, c'est-à-dire qu'il fait le choix du peuple contre les élites. Et ça, c'est une erreur. Et donc, fondamentalement, si demain il veut gouverner et permettre à un référendum de gouverner sans être disqualifié, sans que le pays soit à feu et à sang, parce qu'il n'y a pas seulement les institutions, il y a aussi les associations, il y a aussi les gens dans la rue, il y a aussi les syndicats. Enfin, je veux dire, il faut comprendre quand même ce que ça va être, le gouvernement du Rassemblement national. Ça va secouer sévèrement. Et donc, toute utilisation de la police pour réprimer ou calmer va être perçue comme étant extrêmement autoritaire. Enfin bref, on va rentrer dans un climat qui va probablement ramener un certain nombre d'électeurs dans les sondages d'opinion à réviser le jugement. C'est-à-dire, ils avaient donné une carte plutôt favorable à Marine Le Pen. Il est probable qu'ils lui retirent. Donc, fondamentalement, on va rentrer, si Marine Le Pen est élue, dans une période d'extrême turbulence. Croire qu'ils arriveront à gouverner et à exercer le pouvoir sans avoir auparavant évacué toutes les scories, purifié ce qui est aujourd'hui leur théorie politique, c'est une grave erreur. Un programme politique, je l'ai déjà dit d'ailleurs en réponse à une de vos journalistes qui m'avait posé la question, un programme politique n'est pas une théorisation de la politique. Un programme politique, c'est un ensemble de mesures. Théoriser la politique, c'est absolument nécessaire. C'est fabriquer des idées qui soient suffisamment solides pour que les gens ne les lâchent pas en cours de route. Qu'ils puissent continuer de s'y accrocher parce qu'elles sont des arguments solides qui permettent d'avancer. Il faut se replonger dans l'histoire du gaullisme, des débuts du gaullisme. Ça a été extrêmement difficile, extrêmement mouvementé, mais il y avait des gens très solides autour. Je suis pas sûr que le Rassemblement national ait des gens aussi solides que les Debré et compagnie à l'époque. Il reste 2 minutes, on a 2 questions, je ne sais pas si on aura le temps, mais Louis Rigaudier rapidement, et puis s'il nous reste un peu de temps, Marie Falicon. Oui, très rapidement, vu les défis qui semblent assez insurmontables pour le Rassemblement national pour arriver aux manettes, est-ce que nous ne sommes, même s'il y a une dissolution prévue pour juillet, août, septembre prochain, est-ce que nous ne sommes pas finalement condamnés à un blocage perpétuel jusqu'à temps que les forces de droite et les forces de gauche s'affrontent vraiment et que le bloc central soit définitivement mis de côté? Jusque tant que les idées soient clarifiées, tant que les journalistes des plateaux mainstream continueront de faire du blabla sur la sociologie politique ou sur les individus, c'est-à-dire l'incarnation politique, et qu'ils évacueront le débat de fond, le débat d'idées, nous ne réglerons pas ces questions-là. Je pense que c'est nécessaire pour le pays. Encore une fois, c'est pas très bon pour l'économie, c'est pas très bon pour le social, mais c'est absolument nécessaire. Il faut que nous passions par là pour arriver à construire une démocratie qui soit plus solide. Sinon, on va vers la dictature. Marie Falicon, il vous reste 30 secondes. Oui, alors juste pour citer Manon Aubry, donc, qui a dit « Nous sommes à quelques minutes d'avoir le nom du Premier ministre, mais je peux déjà vous le donner, c'est Emmanuel Macron ». Juste pour qu'on finisse peut-être sur ça, puisque effectivement la nomination approche. Vous partagez ce sentiment qu'effectivement ça va être aucune surprise, continuité politique d'Emmanuel Macron? Cette grande intellectuelle et Aubry, peut difficilement être contredite. Non, la preuve, c'est que Michel Barnier, c'était pas Emmanuel Macron et ça a posé un problème à Macron. Donc là, ça ne sera pas non plus exactement Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est en perte de vitesse, je l'ai dit, c'est nécessaire. En revanche, bien évidemment qu'on reste dans le cadre de la Macronie au sens large et que bien évidemment les blocages vont se perpétuer et que bien évidemment cet accord de non-censure est une mascarade. Et qui va en tirer les marrons du feu? Le RN, qui n'aura pas participé, et LFI, qui n'aura pas participé, parce que les 2 mouvements de gauche qui vont tenter de participer vont finalement censurer LFI, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui va tirer les marrons du feu.
Belle conclusion. Merci beaucoup Frédéric Sinclair pour cette édition et puis pour toutes les autres, parce que vous l'avez annoncé. C'était la dernière, mais bien évidemment, on vous retrouvera ponctuellement et avec grand plaisir pour continuer à entendre vos analyses de cette vie politique mouvementée. Ça fera du bien de temps en temps de prendre de la hauteur. Donc voilà. Merci pour tout Frédéric Sinclair. Et donc, j'ai l'habitude de vous souhaiter à dans 2 semaines, mais pour une fois, ce sera donc à très bientôt. Un joyeux Noël. Mais tout à fait, joyeux Noël. Ça devient révolutionnaire d'ailleurs de souhaiter joyeux Noël.